Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Estive, scène nationale de Foix et de l'Ariège. Alors je le disais tout à l'heure à Pablo Servigne, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu le balcon si plein à l'Estive. Et donc c'est vraiment une joie immense de vous accueillir si nombreux ce soir, si nombreuses et nombreux, de toute l'Ariège, parce que je pense qu'il y a vraiment des gens qui viennent de partout pour cette conférence. Et j'en profite tout de suite pour remercier très sincèrement, très chaleureusement toute l'équipe de la Maïf de l'Ariège qui a œuvré pour que cette conférence soit là en Ariège ce soir, parce que Pablo Servigne fait une tournée nationale avec la Maïf et il fallait bien sûr en faire la demande pour l'Ariège. On est vraiment ravis, c'était évidemment une aspiration commune et donc vraiment un immense merci à vous. Nous sommes si heureux d'être partenaires avec la Maïf depuis si longtemps parce que l'on partage ensemble vraiment des valeurs fortes, fondatrices de notre action. Ça nous donne du sens de travailler ensemble et quand on vous voit si nombreux à ces conférences, eh ben, on est comblés. Je ne vais pas être longue, simplement je voulais vous dire que Pablo Servigne, c'est un personnage médiatique pour certains, c'est un acteur du monde écologique, de l'économie sociale et solidaire. C'est plus largement, je dirais, une personnalité qui inspire, qui nous inspire ici à l'Estive et très profondément, je crois, dans le monde des arts et de la culture. Pour ses idées, d'abord, bien sûr, pour les concepts qu'il a développés, la collapsologie entre autres, mais bien d'autres idées et concepts qu'il a développés, et aussi pour sa posture personnelle, parce que je crois que ce qu'il propose, cette démarche en action qu'il propose à travers ses nombreux écrits, ses ouvrages, mais aussi ses conférences, puisque c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup pour aller à la rencontre des gens, et bien cette posture personnelle, tout en humilité et en dialogue, elle est très inspirante et elle est vraiment à hauteur d'hommes et de femmes. Et je pense que c'est ce qui nous réunit si nombreux ce soir. Parce qu'on le sait, il y a parfois des personnalités du monde politique ou intellectuel qui peuvent lancer des beaux discours, mais qui nous laissent de glace. Et je crois que c'est tout l'inverse avec Pablo Servigne. On se sent tout de suite concerné et on a accès à ce qu'il propose. Et donc, c'est ça aussi qui nous motive et qui nous guide et qui nous inspire. Et j'espère aussi que cette conférence peut-être sera un petit caillou sur le chemin que nous pourrons mener ensemble, nous à l'Estive, nous citoyens, nous tous, pour construire aussi peut-être un territoire, une société meilleure à l'échelle de notre bel Ariège. Voilà, très simplement ce que je voulais dire pour commencer. Je passe la parole à José Moreno de la Maïf et encore un très très grand merci à vous tous, toute l'équipe de l'Ariège et à Pablo Servigne, bien sûr. Vous dire juste encore, pardon, j'allais oublier, que à la suite de la conférence, bien sûr, il y a un repas qui est proposé par Côté Coulisses, le traiteur avec lequel on travaille. Donc, si vous n'avez pas réservé, peut-être il reste encore des places. Et par la suite, donc toujours dans l'idée de cette soirée de conférence et cinéma, un film vous est proposé par Marie Vidal, notre programmatrice, qui s'appelle À plein temps, d'Éric Gravel, et qui trace le parcours d'une femme qui voit sa vie basculer dans une certaine précarité et qui nous parle là aussi de solidarité en temps de crise à l'échelle d'une famille, à l'échelle de sa vie à elle, mais qui nous touche évidemment plus largement. Donc ce sera à 20h30 et pour ceux qui n'ont pas pris leur billet, il faut repasser par la billetterie. Voilà, très belle soirée à tous et à tous. Bien, merci Carole, et plus largement merci à toutes les équipes de l'Estive. Vraiment, en tant que mandataire du conseil d'administration, je peux que me réjouir de voir autant de personnes et venir avoir répondu à notre invitation ce soir et pour réfléchir ensemble et accompagné par Pablo et sur l'entraide en temps de crise. Alors cette grande aventure humaine et solidaire qu'est la Maïf, cette mutuelle Maïf, a toujours placé l'intérêt collectif au centre de son métier. Et de son métier qui est son métier premier, le métier d'assureur, et toujours au centre de ses préoccupations au quotidien, en poursuivant toujours cet objectif d'optimiser sans cesse la relation avec ses sociétaires, de les servir au mieux et de leur porter l'attention la plus sincère possible. Elle milite au quotidien également pour une économie juste, raisonnée et au service de l'homme.
Cette attention sincère qui est portée à l'autre, la solidarité, l'entraide sont les piliers de la société à mission qui est devenue Maïf le 1er janvier 2020. Et ce sont ces mêmes piliers qui structurent sa raison d'être, qui consiste à travers chacun de ces actes à contribuer au mieux commun. Le contexte sanitaire que nous avons connu nous a amené irréfutablement à intégrer une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de nous projeter collectivement. Alors ce soir, il ne saurait pas être question d'apporter des solutions ou des réponses toutes faites, mais plutôt de se pencher à une alternative possible qui puisse nous permettre d'affronter les défis du futur. Pour pouvoir comprendre l'entraide et l'envisager comme une nécessité, et il était naturel pour nous de solliciter Pablo Servigne, et qui, à nos côtés, et dans de nombreuses villes, effectue cette tournée et pour susciter ce débat et créer ces rencontres. Donc il nous fera part ce soir de son analyse du phénomène de l'entraide auquel elle a consacré des travaux, un livre, et comment cette dernière pourra nous aider à affronter les défis de demain. Et comment enfin nous pourrons provoquer une prise de conscience de cette nécessité de coopérer tous ensemble pour que ce mieux commun soit effectif, et ce mieux commun qui est si cher à la Maïf. Je conclurai ce propos en le remerciant d'avoir bien voulu nous accompagner ici, en Ariège, et de nous accompagner, nous, Maïf, et nous, citoyens ariégeois, dans cette belle aventure. Donc, je cède la parole à Pablo. Trop tard. Merci José, merci Carole, merci tous les amis de la Maïf et de l'Estive de m'accueillir, et à vous toutes et tous d'être là aujourd'hui. Ça fait bien plaisir déjà de voir une salle pleine, après toutes ces salles à moitié vides pendant les différents mois du confinement, des confinements, et de ne pas se voir en visioconférence, c'est bizarre. Alors peut-être je vais postillonner un peu, on n'a plus l'habitude. Non, et ça fait du bien aussi parce que j'ai été, je dois l'avouer, épuisé ces derniers mois. Je sors de ma grotte, en fait, depuis presque un an là. J'avais coupé un peu tout parce que c'était trop. Et l'époque est quand même assez tendue, hein, vous l'aurez remarqué. Et je sors tout doucement au contact, à votre contact. Et merci à la Maïf d'avoir un petit peu forcé les choses. Et ça m'aide beaucoup. Ce soir, je suis là pour partager ce que j'ai découvert. C'est ça la posture. Moi, j'ai une formation scientifique, donc c'est ça mon dada, c'est ça mon terreau. J'adore comprendre et partager et faire comprendre. Comme j'ai été voir ces dernières années, depuis 10 ans même, maintenant, je fais de l'éducation populaire, donc je vais au contact de tous les publics, les secteurs, les classes sociales, un maximum. Et donc j'ai vu, comment dire, il y a plus que du scientifique dans ce que je vais dire. Voilà, c'est ça. Je pars de là, mais je suis vraiment dans une posture de partage, d'éducation populaire et de discussion. Alors justement, à propos de la discussion, on a commencé en retard. Moi, j'ai calibré la conférence à 1 heure. Si je m'emballe 1h10, c'est peut-être un peu trop. Donc n'hésitez pas à me dire, on adapte, parce que moins je parle, plus on discutera. C'est aussi un avantage. Mais je peux m'adapter, hein, donc pas de souci. Ouais, parce qu'après, il y a un film. L'entraide, alors je disais c'est mon dada, hein, j'ai mis 12 ans à faire ce bouquin, j'ai fouillé des milliers d'articles et de livres, mais l'entraide, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que c'est dépendant du contexte. Alors quel est le contexte ? On va vite commencer, je vais prendre la télécommande. Quel est le contexte de notre époque ? Alors pour ceux qui n'ont pas vu cette dia déjà, laissez les autres deviner, que représente cette boule rose, selon vous ? L'eau ?
Les humains? La masse des humains? Une maladie? Non. La Lune? Ah, je ne l'ai pas eu celui-là. Possible. C'est toute l'atmosphère du monde. Imaginez la fine couche d'atmosphère qu'il y a sur Terre, tout autour là. En fait, c'est tout fin. Si on la rassemble, ça fait ce volume-là. C'est fou, hein? Ça fait un effet waouh, qui est le même que celui-là. Toute l'eau du monde. C'est pas l'eau potable, c'est toute l'eau du monde, océan, mer compris, glacier, tout. Toute l'eau du monde, c'est ce volume d'eau. En fait, c'est une fine pellicule aussi. Je trouve cette dia intéressante parce qu'elle nous fissure notre imaginaire et elle nous plonge directement dans l'époque dans laquelle on vit. On peut l'appeler l'âge des limites. On peut l'appeler aussi l'Anthropocène. C'est une nouvelle époque géologique dans laquelle nous sommes entrés, nous les humains, mais qui a été provoquée par certains humains. Plutôt nous, les Européens, les riches, les modernes, les Occidentaux, il y a plein d'étiquettes, peu importe. C'est une époque géologique qui marque la sortie d'une stabilité extrême de 10 000 ans, qu'on appelait l'Holocène, où le climat a varié sur moins de 1 degré, un delta d'1 degré. Et là, on est sorti de ça. Et on va vers l'inconnu. En gros, si on conduisait une voiture, on ne va pas se prendre un mur, mais on est sorti de la route. Et il y a du brouillard, et évidemment, le conducteur accélère, parce que vous savez, on ne peut pas arrêter la croissance. Et alors, les scientifiques parlent de overshoot, c'est-à-dire de dépassement. Il y a des limites. Par exemple, ici, vous reconnaissez, donc il y a 3 courbes, hein, la population humaine en bleu, le PIB en rouge, et l'empreinte écologique en vert. Donc voilà, c'est à peu près la même trajectoire. Et l'empreinte écologique est au-dessus de 1, c'est-à-dire qu'on consomme plus qu'une planète. Et si tout le monde vivait comme nous, on n'aurait pas assez, évidemment. Donc ça, c'est un concept, l'empreinte écologique, qui est arrivé dans les années 90. Donc 20 ans après déjà les premiers avertissements du Club de Rome, dans les années 70, 72, le rapport au Club de Rome, halte à la croissance, limits to growth, qui disait si on continue comme ça, et si on prend comme hypothèse que la Terre est finie, alors il y aura un effondrement de tous les paramètres. En gros, ça va faire comme ça et comme ça. Il y a que dans le monde des mathématiques que les exponentielles vont jusqu'à l'infini. Dans le vrai monde, ça retombe toujours ou ça se stabilise. Mais là, on est parti pour que ça retombe, puisque depuis les années 90, on a continué à accélérer, en connaissance de cause. Et là, je vous ai fait un petit best-of très rapide des derniers chiffres. Là, j'ai un peu vu dans les journaux scientifiques l'article, on a des mesures à plus 30, plus 40 degrés au-dessus de la normale. Vous avez des méga sécheresses dans l'ouest des États-Unis. Là, il y en a une, la pire depuis au moins 1200 ans. Il y a des méga feux qui arrivent, qui émergent de plus en plus fréquents. On pense à l'Australie, l'Amazonie, la Californie, etc. La Russie. L'Amazonie aussi, il y a des études dramatiques là-dessus, où les incendies, la destruction font que la résilience de la forêt diminue drastiquement, si bien que il y a des estimations que dans les années 2060, il y a un risque d'effondrement du système forêt de l'Amazonie, et ça pourrait devenir une savane ou quelque chose de bien pire comme le Sahara. Un reptile sur 5 risque d'extinction, des microparticules de plastique partout, et les dernières études montraient qu'il y en avait dans le sang, dans les poumons, partout. Et la Covid, les pandémies, parce que c'est pas la dernière évidemment, et tous des chocs systémiques comme la guerre en Ukraine. Vous avez très bien vu la guerre en Ukraine, comment ça pouvait atteindre les chaînes d'approvisionnement, tout comme les pandémies et le confinement. Et il y a un risque majeur là, d'ailleurs de la guerre en Ukraine, c'est la production de blé et de tournesol. Il y a déjà des pénuries. Et l'Ukraine et la Russie sont des... comment on appelle ça en français? Bread basket, des paniers à grains, des greniers, merci. Des greniers
majeurs dans le monde. Il y en a quelques-uns, 4 ou 5. Et il y a des risques aujourd'hui qui sont documentés, qui sont mesurés de rupture de ce grenier. Et si les ruptures arrivent en même temps, là, ça peut arriver. C'est un risque systémique extrêmement grave qui se déclenche par justement des conflits, etc. etc. Et on arrive à ce genre de choses que l'on ne connaît pas, nous, pas vraiment en tout cas, dans nos pays. Et pourquoi systémique? Parce que, évidemment, le sang, le nerf de la guerre, c'est plutôt le pétrole, enfin les énergies fossiles en général, qui irriguent toute notre société. On est vraiment drogué au pétrole, la civilisation thermo-industrielle. Et là, on n'arrive pas vraiment dans une époque de transition, mais plutôt de sevrage. C'est ça notre époque, c'est le sevrage. On est vraiment drogué, mais comme toxico jusqu'au bout. Et il y a 2 graves problèmes si vous êtes toxico. Un, c'est de continuer parce que ça vous détruit la santé. C'est la question climatique et la destruction de la biodiversité. Et l'autre problème, c'est d'arrêter brutalement. Ça vous détruit aussi. Donc le sevrage, c'est vraiment très délicat. Ça va être difficile et il faudra prendre soin les uns des autres. C'est ça le contexte. Et avec du pétrole, on fait tout, évidemment. Enfin, beaucoup de choses. Et un choc sur les énergies fossiles ou l'énergie peut affecter la finance, mais aussi évidemment les communications, le système de distribution d'eau, de transport, et tout ça, et tout étant interconnecté, on a apparition de chocs systémiques, de blackout, de rupture de chaîne, etc. etc. Cet effroi qu'on a eu en découvrant le thème des catastrophes globales et des risques systémiques, avec Raphaël Stevens en particulier, ça a été celui-ci. C'est-à-dire que le moteur de notre civilisation thermo-industrielle, toute cette méga machine d'accaparement, d'accumulation, d'extraction, de pollution, etc., on pourrait choisir de l'arrêter. On se dit, bon, on arrête la voiture, on arrête les conneries, et on peut espérer préserver un petit peu le système Terre, c'est-à-dire l'effondrement de la biodiversité et l'emballement climatique. Ça pourrait être fait, sauf que arrêter brutalement, comme le sevrage, c'est des risques d'effondrement financier, donc peut-être économique, donc peut-être politique, etc., en effet domino. Si par contre on continue notre moteur, on se dit, bon, allez, on continue à fond, pied au plancher, et on y va, et toutes les excuses sont bonnes pour continuer, alors on va dégrader le système Terre de telle manière que ça va nous retomber dessus, et la société et même n'y survivra pas. Et même, ça peut aller plus loin, il y a des risques d'extinction de l'espèce humaine, voire une grande majorité des espèces sur Terre. Voilà l'alternative diabolique, effondrement ou effondrement. Je vous laisse choisir. Ça, c'est ce qu'on a essayé de poser là. Alors, c'est de l'effroi, c'est de la sidération, c'est de la peur, c'est aussi de la tristesse, il y a de l'excitation, parce qu'effectivement on vit une époque incroyable, c'est nous qui allons vivre ça, et on a un peu les leviers pour changer. On vit peut-être la période la plus incroyable de l'histoire humaine. Dans 50 ans, le monde aura tellement changé, et c'est nous qui allons faire ce virage. Et il y a de l'excitation aussi, il y a de la joie, je retrouve beaucoup de joie dans les réseaux de lutte, les réseaux d'alternatives, etc. Mais il y a aussi une peur qui est toujours présente dans les débats. Est-ce qu'on va tous s'entretuer? En fait, je mets cette dia, mais j'ai remarqué chez les jeunes, elle est pas ouf. Et c'est là que je vois que je suis un peu vieux. C'est Mad Max. Qui a pas vu Mad Max? Ah ouais, d'accord. Ok. Putain, je suis vieux. Il y a eu 4 Mad Max, et ça a vraiment, dans les années 80-90, ça a marqué l'imaginaire des gens. En fait, l'histoire, c'est que dans le désert, les gens se battent pour les dernières gouttes de pétrole dans des bagnoles, à coups de fusil à pompe et des bagnoles avec des pointes, etc. Et c'est la loi du plus fort, la loi de la jungle, et on s'entretue juste pour la dernière goutte. Ça a vraiment marqué une période, parce que c'était dans les années 70, les chocs pétroliers. Il y a eu une énorme prise de conscience de l'Occident, même aux États-Unis après les chocs pétroliers.
sur le gaspillage énergétique et l'autonomie, et c'est là qu'est née la permaculture, etc. Mais ça a marqué l'imaginaire, et si bien qu'aujourd'hui, dans tous les débats, quand on parle de catastrophe, c'est la question qui revient, c'est est-ce qu'on va tous s'entretuer ? C'est de ça dont on va parler ce soir. C'est ça qu'il faut arriver aussi c'est ça que j'aimerais que vous travailliez en fait à partir de ce soir, et puis chez vous et après, c'est de creuser cette question. Voilà, et je vais vous donner quelques graines, quelques outils, quelques leviers pour travailler cette question. En gros, c'est est-ce que la nature humaine est mauvaise ? Est-ce qu'on est dans le Hobbes, un des fondateurs du libéralisme, des théoriciens en philosophie politique, qui disait la nature est une arène impitoyable, tout le monde se bat, c'est la loi du plus fort, et on a repris évidemment les penseurs de l'époque ont repris Darwin et l'ont déformé. C'est le plus apte, c'est le plus fort qui survit, etc. Est-ce que la nature est mauvaise et par extension la nature humaine est mauvaise ? Ou est-ce qu'on est dans le mythe du bon sauvage de Rousseau ? La nature humaine est bonne et c'est la société qui nous corrompt. Évidemment, vous connaissez la réponse, c'est un peu les deux. Mais dans quelle proportion ? C'est ça qui est intéressant. Vous vous souvenez, c'était il y a combien de temps ? Quelques mois, là, les inondations en Allemagne et en Belgique. J'avais recueilli quelques articles de journaux et montraient la solidarité incroyable après ces catastrophes. Les sinistrés comptent sur les solidarités, pas sur les assurances. Un petit clin d'œil à la Maïf. Pas sur les assurances. et en fait, l'actualité est bourrée de ces exemples. En fait, dès qu'il y a un incendie, une attaque terroriste, un tsunami ou un tremblement de terre, vous avez toujours des actes de solidarité, d'altruisme, d'auto-organisation, de calme. Plus on va à l'épicentre de la catastrophe, plus c'est calme. Et des actes extraordinaires pour des moments extraordinaires. Là, on a vécu récemment l'accueil des Ukrainiens. Pendant le premier confinement, il y a un réseau d'entraide Covid qui s'est mis en place, auquel j'ai un peu participé. Il y en a eu d'autres aussi. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui montrent que, en fait, simplement, l'entraide, ça existe depuis la nuit des temps. Chez l'humain, ça c'est encore un petit clin d'œil à notre président. Ce sont des Amish. Et qu'il y a 1000 façons en fait de s'entraider, il y a 1000 façons de s'associer. Et c'est ça qui m'a passionné en fait, c'est la diversité des manières qu'ont les êtres vivants, au-delà des humains aussi, de s'associer. On a compilé ça dans ce bouquin avec Gauthier Chapelle, un ami biologiste aussi, et agronome, avec qui on partage toutes ces idées. En fait, je vais essayer de décrire quelques expériences. C'est hyper frustrant pour moi, parce que déjà le bouquin était frustrant. On a mis 1/10 de ce qu'on avait découvert, et il est comme ça, et c'est fatigant à lire. Mais non, il est bien à lire en fait, mais c'est juste qu'il faut, il faut s'y mettre. Non, mais là, en une heure, en une demi-heure, je peux vous donner juste un avant-goût de ce que c'est. Et donc, je suis obligé de décrire quelques expériences magnifiques, dont celle-là. Alors, les économistes expérimentaux, ils prennent des participants, ils leur donnent un peu d'argent, et ils testent, avec différentes expériences, la capacité qu'on a à coopérer ou à être égoïste, etc. Ce jeu du bain public, c'est vous mettez des participants autour d'une table, et vous leur donnez par exemple 20 € chacun, et vous dites, il y a un pot commun au milieu, vous pouvez miser dans le pot commun ce que vous voulez des 20 €, et nous, on va multiplier par 2, à chaque tour, on multiplie par 2 le pot commun. Par exemple, si chacun met 10 €, donc ça fait 50, on multiplie par 2, donc les scientifiques, ils ont ce pouvoir-là, et après on redistribue à part égale, ok ? Ça veut dire que les gens, ils vont se dire, ah ouais, mais si on participe tous, on va avoir beaucoup d'argent, donc on va participer au bien commun. Et en fait, il y en a un souvent, il y en a qui participent pas. Ils se disent, eh oui, mais si je participe pas, moi je garde mes 20 € et je vais recevoir
à chaque tour du bien commun. Et donc, quand il y en a un qui ne participe pas, et les autres à côté, il fait mais lui, il n'a pas participé, c'est dégueulasse. Bon, bah, moi non plus, j'arrête de participer. Et peu à peu, la coopération, la prosocialité, on va dire, s'effondre. Voilà. Donc, il y en a qui participent, il y en a qui ne participent pas. Et on redistribue. Le jeu du bien public, très connu. Et vous voyez, premier tour, deuxième tour, troisième tour, etc. Et en général, la moitié des gens participent. Enfin, les gens participent spontanément, même entre inconnus. Même quand il y a avec de l'anonymat, même s'ils sont entre personnes qui n'ont jamais vu, au premier tour, ils vont quand même participer à hauteur de la moitié de ce qu'ils ont. Donc déjà, c'est pas mal. C'est mieux si on connaît les gens, on participe plus. Mais si on ne connaît pas les gens, on participe déjà. Et puis au fil des tours, vous voyez, c'est comme je vous disais, l'entraide s'effrite, et puis la confiance s'effrite, et puis finalement, on se retire du bien commun. Mais en fait, si tout le monde se retire, du coup, il n'y aura plus rien. Donc on ne va plus rien gagner. Donc il y a vraiment un juste milieu à trouver. Et ce qu'ont fait les anthropologues, c'est d'aller partout dans le monde voir si dans les autres cultures, dans toutes les cultures du monde en fait, voir si les gens participaient à la même hauteur. Et en fait oui, partout dans le monde, les humains sont prosociaux dès le premier tour et même avec des inconnus. Alors ça varie beaucoup suivant les cultures, mais ce qu'on peut dire c'est que l'homo economicus n'existe pas. L'humain rationnel et égoïste, c'est un animal de laboratoire, en fait. C'est un modèle théorique qui aurait dû juste rester au laboratoire. L'être humain est beaucoup plus prosocial que ce modèle, que ce que dit le modèle. Alors, il y a des scientifiques à Harvard qui ont fait une superbe expérience. C'est qu'ils ont mesuré, donc vous voyez, sans contrainte, les gens participent à hauteur d'environ la moitié à ce jeu, au pot commun. Et ils leur ont dit, dépêchez-vous de répondre. C'est-à-dire, réfléchissez pas, vous avez 2 secondes pour répondre et pour miser ou pas. Et à votre avis, les gens, ils misent moins ou plus ? Plus. Et après, ils leur ont dit, prenez le temps, réfléchissez, répondez pas trop vite. Et ils ont mis leur cerveau en mode rationnel, alors que là, ils l'avaient mis en mode intuitif par plusieurs exercices, etc. Et en mode rationnel, les gens participent moins. Plus on réfléchit, plus on est dans le mental, plus on se méfie, moins on participe. C'est très beau. Il y en a d'autres, il y en a plein des expériences comme ça où, par exemple, il disait aux joueurs, allez-y, misez, mais attention, dans une demi-heure, vous allez être invité à parler en public devant beaucoup de gens et il faudra présenter les résultats. Puis les gens, ils étaient hyper stressés. Et ils ont plus misé dans le pot commun que à ceux qu'on avait dit qu'ils n'allaient pas parler en public. En fait, tout ça, ça part de notre capacité, nous les humains, c'est très ancré en nous, de l'empathie. Vous voyez, cette image, c'est pas qu'elle nous parle, c'est qu'on ressent cette image. Enfin, la plupart, sauf les psychopathes, évidemment, mais il y en a sûrement dans cette salle, mais c'est qu'on vit cette image. On a les neurones miroirs qu'on partage aussi avec les singes, avec beaucoup de cousins et beaucoup d'animaux. Ça nous fait vivre ce que l'autre ressent. C'est quand quelqu'un est triste, c'est pas qu'on comprend la tristesse, c'est qu'on est triste aussi. Vous voyez, juste cette image, elle est en vous. On ressent quelque chose. Et en fait, c'est pas qu'une question d'humain. On peut étendre notre champ d'empathie largement au-delà des humains aussi. Juste des bouts de bois, ça provoque en nous quelque chose. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle-là. Juste 3 petits traits sur le doigt et il y a quelque chose qui s'allume dans la tête. Et ça, on le partage avec beaucoup d'espèces, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'expériences sur les enfants, les bébés, les singes, et les capacités prosociales d'empathie et d'altruisme se retrouvent chez les bébés jusqu'à 6 mois, même 5 mois, même 3 mois, en fait, avant qu'ils aient la capacité de penser.
de raisonner, même de parler, ils peuvent déjà distinguer les gentils des méchants, les adultes qui coopèrent et les adultes qui ne coopèrent pas, ils vont se diriger vers ceux qui coopèrent. Ils ont cette capacité de se rendre compte que l'adulte a besoin d'aide et ils vont essayer d'aller l'aider, ça c'est 8-9 mois. Et même si on les motive, si on leur donne une récompense, ça va les démotiver à aider. C'est vraiment de l'altruisme, mais avant le langage. Chez les singes aussi, il y en a plein, etc. Et donc l'enjeu maintenant, c'est que, sachant que c'est spontané chez les humains, c'est hyper facile de sortir ça, en temps de catastrophe, quand on stresse les gens, chez les bébés, etc. La question, c'est comment on fait pour ne pas que ça s'effrite avec le temps. Et donc les humains toutes les cultures ont développé des systèmes, des mécanismes sociaux pour stabiliser l'entraide et pour stimuler l'entraide, les niveaux d'entraide. Le plus courant, c'est de récompenser les altruistes. Ça, c'est François Hollande qui récompense les 2 militaires américains qui ont neutralisé un terroriste dans le Thalys, le train Bruxelles-Paris, ou de punir les tricheurs et les égoïstes. C'est ce qu'on appelle la réciprocité renforcée, et ça a des effets miraculeux. Vous vous souvenez le graphique du début? À la période 10, au tour 10, les scientifiques ont dit « Ah, mais maintenant on va établir une nouvelle règle. C'est que vous avez le droit, les participants là, de punir ceux qui ne participent pas. » Les humains adorent ça. Et donc, les niveaux d'entraide, les niveaux de participation au bien commun, on va dire, de pro-socialité, ont explosé et se sont stabilisés. Et en fait, ça s'est montré aussi que ça s'appelle la punition altruiste, c'est-à-dire que les humains, beaucoup de participants, mais quasi dans plein de cultures, sont prêts à donner de l'argent pour punir quelqu'un qui n'a pas participé. Beaucoup d'argent. Ça va même jusqu'à une grande proportion du salaire mensuel. C'est une passion, ça a été montré par des études de neurosciences. Coopérer avec quelqu'un, ça fait du bien. Voir en face de vous quelqu'un qui coopère avec vous, ça stimule le circuit de la récompense. C'est une vraie drogue, en fait. Et on a du plaisir même d'anticiper un acte d'entraide ou d'altruisme, quand il n'a pas encore eu lieu. Et ça, c'est même chez les enfants aussi. Et on a du plaisir à voir punir un tricheur. Le même plaisir. Et le circuit de dégoût s'enclenche quand la société, le groupe, punit un altruiste. Et c'est très puissant. Et inversement, quand on récompense un égoïste ou un tricheur, circuit du dégoût. Par exemple, quand, au hasard, quelqu'un du gouvernement est mis en examen pour corruption et est relâché, ou je ne sais pas, au hasard. Ça, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est la même chose que l'expérience. C'est-à-dire qu'on voit un tricheur, quelqu'un qui est considéré comme tel, et donc les gens se défaussent, c'est-à-dire se mettent en retrait et ne participent plus et sont plus contents, par exemple, de payer des impôts. Il y a eu aussi une expérience magnifique qui montre comment ça faisait plaisir aux gens de payer des impôts au niveau cérébral, à condition que l'argent soit bien dépensé et utilisé. Sinon, circuit du dégoût, etc. C'est hyper fin, hyper ajusté. Alors, il y a une autre manière de stabiliser l'entraide que récompenser les altruistes ou punir les tricheurs, c'est la réciprocité indirecte. Là, A aide B et en retour, B aide A. Ok, ça c'est simple. Mais parfois, il y a des cas plus compliqués où A aide B et du coup, B il est content, il aide C. Ou inversement, A aide B et en fait, C il a vu ça, alors il aide A. Et puis, ça peut être beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il y a des témoins qui voient ça et en fait, il y a une sorte d'extension de l'entraide partout dans le groupe. Et c'est contagieux. Ça s'appelle la réciprocité indirecte.
Et quel est le moteur de ça? Les ragots. Et oui, les ragots et les cancans, c'est un patrimoine mondial de l'humanité. C'est ça qui soude les groupes et qui crée la réputation. Et la réputation, on a plus tendance à coopérer avec quelqu'un qui a bonne réputation. Et c'est une sorte de capital social qui est très précieux et qui aide à stabiliser les groupes. Je vous disais tout à l'heure, entre personnes anonymes, ça marche. Si vous connaissez exactement telle ou telle personne et que vous savez que ce sont des gens bien, alors les niveaux de coopération sont très forts. Regardez une magnifique expérience, ça c'est des Allemands qui ont fait ça. Ils ont fait 2 groupes, donc le nombre de tours, hein, comme avant. Il y a le jeu du bien public en plein, comme ça. Et on a voilà, ce même schéma où au début on coopère et puis après ça s'effrite. C'est comme la précédente expérience. Et puis là, ils ont fait jouer un jeu de la réputation, un jeu basé sur la réputation, je passe les détails, et un jeu du bien public, le même qu'avant, alternativement. Et vous voyez que quand la réputation est en jeu régulièrement, les niveaux de coopération restent assez élevés. Okay ? Et alors là où c'est très beau, c'est que ici, là, ils se sont dit, ils ont changé les règles, ils ont fait jouer le jeu de la réputation, et évidemment, les niveaux ont augmenté, les niveaux de participation au bien commun, les niveaux de prosocialité. Et là, à 3 tours de la fin, ils ont dit à la moitié du groupe rouge et la moitié du groupe bleu, ils ont dit c'est fini dans 3 tours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et les autres, ils leur ont pas dit que c'était fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la moitié qui a su que c'était fini dans 3 tours, ils se sont mis à en profiter à mort, ils n'en avaient plus rien à foutre. La réputation n'était pas plus en jeu, et donc, bim, on encaisse tout. Et ceux qui croyaient que la réputation allait toujours être en jeu, ils ont continué à coopérer. C'est une magnifique démonstration, pour ce coup, c'est une belle expérience qui montre la puissance de la réputation. Et ça va très loin parce que ça a été montré que lorsqu'on se sent regardé, on coopère beaucoup plus. Donc imaginez là, si on jouait là, on afficherait des yeux, on coopérerait beaucoup plus entre nous. Quand on se sent observé, quand c'est Big Brother, c'est ça. Hein. D'ailleurs, les religions aussi, hein, Dieu est partout, il voit tout, et ça, c'est ce même effet-là. Et c'est fou parce que quand on met ces 3 points sur le mur, on participe plus que quand il y a ces 3 points comme ça, parce que ça, inconsciemment, ça nous évoque un visage. Donc c'est aussi profondément ancré en nous. Et je vous parlais tout à l'heure des expériences de dégoût et de récompense par rapport à quelqu'un qui coopère devant vous. Là où c'est très beau aussi, c'est qu'ils ont refait la même expérience, mais avec un ordinateur. Donc l'ordinateur a coopéré avec la personne de la même manière, mais là, le circuit de la récompense ne s'est pas allumé. Ça veut dire que c'est quelque chose de profondément humain, c'est-à-dire où on passe, c'est le philosophe Martin Buber qui a publié un magnifique bouquin qui s'appelle « Je et tu », où il dit qu'on passe d'une relation « je-ça » avec un objet à une relation « je-tu » avec quelqu'un qui a aussi de l'empathie et qui a un jeu de miroir qui se crée à l'infini entre ce quelqu'un me considère et donc je dois faire attention, etc. Et il y a quelque chose qui se crée. À l'inverse, lorsqu'on sort quelqu'un de notre champ d'empathie, lorsqu'on fait l'inverse, on sort d'une relation « je-tu », par exemple entre 2 voisins, à une relation « je-ça », c'est-à-dire qu'on déshumanise la personne, on les considère comme des sous-humains, voilà, c'est ce qui s'est passé pour les Juifs pendant la guerre, au Rwanda avec les Hutus et les Tutsis, et probablement en Ukraine, dans toutes les guerres, on peut arriver à basculer dans l'horreur lorsqu'on sort des humains de notre champ d'empathie. Ça peut arriver très vite. Et donc c'est ça tout l'enjeu aujourd'hui. Et d'ailleurs c'est ce qu'on fait avec les animaux et les plantes. Beaucoup de gens aujourd'hui, dans cette société anthropocentrée, les animaux ils sont pas vraiment dans le champ de l'empathie, sauf les chiens, un peu les chats. Donc on peut les bouffer, les vendre, les massacrer, on s'en fout, c'est des objets. Dans la loi, c'est des objets.
J'exagère, hein, pas tout le monde s'en fout, et c'est d'ailleurs en train de changer. Mais remettre les animaux, les plantes, peu importe, les êtres vivants, dans notre cercle d'empathie, élargir notre cercle d'empathie, c'est changer de rapport au monde. C'est considérer que le monde n'est pas entouré d'objets, mais entouré de sujets. Et donc c'est retrouver des relations de réciprocité et donc de prosocialité. Et donc tous les circuits vont s'enclencher et ça va faire un monde totalement différent. C'est ce qu'on appelle la coopération chaude, c'est-à-dire on peut voir les gens, toucher le regard, voir leur réputation, etc. Mais nous, on va beaucoup plus loin, les humains. On a mis en place de la coopération froide ou invisible. Personne au monde est capable de fabriquer un téléphone tout seul. Même un bic tout seul, c'est impossible. Et c'est ça la coopération froide, c'est-à-dire l'émergence de normes sociales et d'institutions qui stabilisent à des niveaux extrêmement grands l'entraide, la solidarité, etc. La Maïf, c'est un bel exemple. Enfin, les entreprises, l'école, la sécurité sociale, les pays, etc. Et c'est gravé dans le marbre et ça permet de stabiliser. Ce qui fait de nous, les humains, une espèce ultra-sociale, c'est le mot des scientifiques. Ultra-sociale, pourquoi ? Parce qu'on peut avoir des sociétés de millions d'individus qui ne se connaissent pas et qui ne sont même pas apparentés génétiquement. Parce que dans la plupart des cas, dans le monde animal, c'est ça. C'est des coopérations très fortes entre individus plutôt apparentés génétiquement. Alors, si on rentre plus dans le détail, ça ne suffit pas à décrire l'entraide humaine. On va rentrer un peu dans le détail avec ce petit schéma. Donc ça, considérer ces ronds bleus comme des individus qui ne se connaissent pas et ils font une réunion pour la première fois. Donc par exemple, je sais pas, ils créent une assoce ou un syndic d'immeuble ou je sais pas quoi. Et ils ont des petits picots parce qu'ils se méfient. Mais c'est qui cette personne en face ? Je les connais pas, je me méfie, on va y aller mollo. Et peu à peu, le groupe apprend à se connaître et crée une membrane de sécurité. Et plus on se sent en sécurité, et plus on relâche les petits picots, et on travaille, non pas, du coup, quand il y a confiance, on travaille non pas pour, l'énergie qu'on dépense, c'est pas fait pour la méfiance et les petits picots, mais elle est plutôt destinée au groupe. Donc plus la membrane est bien faite, c'est-à-dire, c'est quoi la membrane ? C'est la charte de l'association, les règles, qu'il y a un gardien des règles, que tout est bien respecté. On sait qui est dans le groupe, qui n'est pas dans le groupe. Et on se sent plus apaisé. Et on a une tendance très facile, en fait, à participer au bien du groupe. C'est pour ça que les groupes bien faits, bien structurés, bien cohésifs, solidaires, sont plus puissants, en fait, sont plus forts que les groupes qui vivent dans la compétition, dans la méfiance, voilà, qui sont mal foutus. D'où l'importance de faire une bonne membrane. La membrane, c'est pas, ça définit le dedans et le dehors. Par exemple, la France, c'est une membrane imaginaire, culturelle qu'on a, avec des papiers, etc. L'Europe, c'est une membrane. Le club de philatélie, je ne sais pas, les militants de la Maïf, la famille, etc., les habitants de la ville de Foix. On est pris dans un entrelacement de membranes, de poupées russes de membranes. Mais une membrane, ce n'est pas un mur. C'est-à-dire que si la membrane, il n'y a rien qui passe, c'est la mort. Une cellule vivante, s'il n'y a rien qui passe, elle meurt. Et s'il n'y a pas de membrane, c'est la mort aussi. Donc tout l'enjeu de la membrane, c'est d'arriver que le groupe arrive à se définir, à définir lui-même qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui ne passe pas, et de respecter les règles. C'est juste ça. Et après, on travaille pour le bien du groupe. Alors, il y a 3 ingrédients que je voulais vous poser là, des ingrédients internes au groupe, à la membrane, qui font que, s'ils sont là, l'entraide, la solidarité, l'altruisme, la fluidité émergent très facilement. Vous avez sûrement senti qu'il y a des groupes, des réunions, on en a fait 10 000, des milliers des réunions. Il y a des réunions, ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi, ça foire. Il y a des réunions, c'est magique, il y a une sorte d'égrégore et ça va tout seul. Ces ingrédients, c'est le sentiment de sécurité, dont je vous parlais tout à l'heure avec une membrane bien faite, des règles bien respectées.
et on sait qui est là, qui n'est pas là, etc. Le sentiment d'égalité ou d'équité, hyper important. Si, il y a eu des expériences du jeu du bien public où ils ont donné 20 € à chacun, et il y en a un, on leur a donné plus, par exemple 100 €. Et les autres, ils ont fait, mais attends, lui, il a 100 €, c'est quoi ce truc? Pourquoi je participerais au bien commun si lui, il a 100? Et lui, en fait, il a 100 et il a mis que 5 €. Bah non. Et donc, il y a effondrement, effritement de cette prosocialité quand il y a sentiment d'injustice. C'est hyper toxique pour un groupe. Le sentiment de... Ça provoque de la colère, mais surtout du retrait. Et là, on retombe sur l'exemple que je vous disais tout à l'heure de quelqu'un qui est mis en examen pour corruption et condamné. Condamné, ça fait du bien, vous vous souvenez? Et s'il est relâché ou s'il ne va pas en prison, peu importe, sentiment d'injustice, hyper toxique. Et il y a aussi des magnifiques expériences sur les singes aussi avec ça. Bref, j'ai pas le temps. Et sentiment de confiance. Là aussi, beaucoup d'expériences. C'est la clé, la confiance. La confiance, c'est quelque chose de très puissant, une fois que c'est là, mais hyper fragile. Je crois qu'on peut résumer l'entraide comme ça aussi. L'entraide, c'est quelque chose de très puissant, qui est spontané, qui sort spontanément, qui sort chez beaucoup de gens, qui sort très fort. Il faut les bons leviers, mais en même temps, c'est très fragile. Il faut maintenir, c'est comme la mayonnaise. Des fois, ça prend, des fois, ça prend pas. Il y a des petits leviers très fins à bouger. Si bien qu'un psychologue américain, Jonathan Haidt, que j'aime beaucoup, il a fait des expériences magnifiques sur la morale, etc. Bref, et sur l'entraide. Et il dit que les humains, nous, on est un peu plus que les chimpanzés. C'est-à-dire qu'on marche 80% comme les chimpanzés, mais des fois, on part dans des extases de groupe, si bien qu'on est 20% du temps en mode abeille. Le mode abeille, c'est quand tout à coup, grâce à notre couche culturelle, on a plus que la nature et les gènes, on a vraiment tout un monde culturel, nous les humains. Pas que, il y a beaucoup d'animaux qui ont de la culture, les chimpanzés, les orques, plein d'espèces, pardon. Mais nous, cette couche culturelle est très très grande. Et en fait, parfois, il y a un déclic qui se passe où la membrane du groupe est tellement puissante que les individus s'effacent au profit du groupe. Et là, on a une extase du groupe. C'est exactement ce qui se passe dans des cérémonies mystiques, religieuses, dans les grands fascismes. C'est ça, le nazisme, la réunion. Ils savent très bien manipuler tout ça et créer ce sentiment d'extase. Les grands monuments, je ne sais pas moi, les pyramides, je dis au hasard, mais je ne connais pas grand-chose, mais j'imagine les pyramides, faire travailler des milliers de personnes, mais à se tuer le dos pour faire quelque chose, il y a forcément eu ce mode abeille qui a décuplé cette puissance du groupe. Alors ça, c'est un risque, et c'est une puissance, mais c'est aussi un risque. C'est-à-dire que si si on devient trop abeille, le groupe se ferme. Fermeture de la membrane, ça veut dire exclusion des autres, ça veut dire forcément guerre et exclusion du champ de l'empathie, donc massacre, etc. C'est très possible. Mais ça peut être aussi, un écueil peut être d'élargir la membrane tellement, tellement loin que finalement il n'y a plus de membrane. On a une sorte de dissolution du soi. Et les médecins ont décrit récemment ce qu'on appelle l'altruisme pathologique. Le fait d'être tellement altruiste que ça en devient nocif pour soi. Bref, c'est toute une histoire d'équilibre. Je revenais sur... là, c'était des facteurs internes. Mais en fait, il y a aussi 3 facteurs externes qui soudent le groupe. Vous le connaissez tous, c'est sûr. Quel facteur environnemental ou extérieur peut souder un groupe? Un danger, ouais. Mais plus facile qu'un danger, on peut se fabriquer un ennemi. C'est ce que font les armées, les militaires, depuis la nuit des temps. Fabriquer un grand méchant loup. Ouais, les religions aussi. Les religions, les armées, tout ça, les pays, tout ça, ce sont des récits, des membranes culturelles qu'on se met.
Et fabriquer un ennemi, ça veut dire créer un danger potentiel, et ça veut dire aligner tous les individus du groupe fédérés très rapidement vers un objectif commun. Donc ce qui fédère, en fait, il y a 3 leviers, en gros. Le grand méchant loup, fabriquer un ennemi commun. Le milieu hostile, c'est pas de chance. Il y a eu, je sais pas moi, une tempête, un tsunami, des inondations. Eh ben, on va tous se serrer les coudes parce qu'on n'a pas eu de chance tous ensemble. Par exemple, je sais pas, s'il y a une énorme tempête sur la ville de Foix, tous les habitants vont se serrer les coudes. Et les gens des alentours vont venir aider. Milieu hostile, on se serre les coudes. Et aussi, parfois, mais c'est moins facile, un projet commun. Mais le projet, il faut qu'il soit bien calibré, précis, quantifiable et déterminé dans le temps. On ne peut pas dire juste mon projet, c'est d'éliminer la méchanceté dans le monde. C'est un beau projet, mais c'est trop flou. Ça ne va pas marcher. Alors, le milieu hostile, la ligne orange là, elle est hyper intéressante parce que nous arrivons en milieu hostile. Avec l'Anthropocène, il y a de plus en plus de catastrophes, de plus en plus de tensions, des guerres, des pénuries, etc. C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on fait en milieu hostile? Tiens, j'ai dit le milieu hostile favorise l'entraide. C'est bizarre. C'est contre-intuitif pour nous, les esprits libéraux, au sens philosophique du terme. On serait porté à croire que s'il y a pénurie, on va tous se foutre sur la gueule pour le pot de Nutella en promo. J'appelle ça l'effet de Nutella. Ouais, ça existe. Ça existe et puis comme par hasard, il y a une caméra qui filme ça, et bien tout le monde est au courant et donc les gens disent ouais, mais c'est la nature humaine et tout. Non, mais ça existe. Donc c'est dangereux, ok. Mais nous, on est allé voir avec Gauthier ce que font les animaux et les plantes. Et là, c'est magnifique. Regardez, ça c'est dans les vallées alpines dans le Montana, de type alpine aux États-Unis, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et il y a des associations entre pins et sapins. Au fond de la vallée, là où il fait bon vivre, il y a de la ressource, il y a des minéraux et tout ça. Et les écologues, ils ont enlevé des pins et ils ont remarqué que les sapins poussaient mieux. Conclusion, les deux espèces sont en compétition. Puisque là, tout va bien. Et en fait, ils ont remarqué qu'au-dessus, là, il fait plus froid, il y a moins de minéraux, il y a moins d'eau, etc. Et il y a cette coexistence entre les deux espèces. Sauf que quand ils enlèvent le pin, le sapin se porte moins bien. Et donc, on a les mêmes espèces qui sont en compétition en milieu d'abondance et qui sont en coopération en milieu hostile, en milieu, on va dire, difficile. Ça veut dire que c'est pas déterminé. Ça veut dire que l'entraide, comme je disais au début, varie avec les facteurs extérieurs. Et puis pareil, les manchots, là, vous savez, ils résistent à des vents en ressenti de moins 200 degrés en ressenti, c'est incroyable. Et ils se relaient, ils font comme une tortue comme ça, et ceux qui sont au bord rentrent pour se tenir chaud, pour avoir chaud, et ils se relaient en fait. Que ferait un manchot economicus au milieu de la banquise? Genre, lui là, il se détache, il dit non, moi le groupe ça m'intéresse pas, de toute façon les manchots ils sont naturellement égoïstes et rationnels, il serait tout seul, en fait il mourrait. Sélection naturelle. Voilà pourquoi l'entraide a été sélectionnée par l'évolution et ça en est devenu un principe du vivant. Ceux qui survivent ne sont pas les plus forts, ce sont ceux qui s'entraident le plus. Encore faut-il une pression de sélection, un milieu hostile. Ça, peut-être on va dépasser un petit peu, mais elle est ouf cette expérience. Je vous l'ai dit quand même. C'est de la désobéissance civile. Non, mais elle est géniale. Et regardez, il y a deux milieux, donc on va dire dans deux flacons. Les scientifiques ont mis deux souches de levure, la levure A et la levure B. La levure A, c'est une mutante, ils lui ont enlevé un gène, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'un acide aminé A,
dans le milieu pour vivre. Okay, elle est dépendante d'un milieu où ils ont injecté un acide aminé. Et pareil pour B. C'est une souche mutante, elle a besoin d'un acide aminé B dans le liquide. Okay, ils ont mélangé les deux. Donc levure A, levure B, et puis il y a les deux acides aminés A et B. Si la concentration des acides aminés est forte, les levures se foutent sur la gueule, et il y en a toujours une qui gagne. Il y en a une qui tue l'autre. Et puis si on diminue la concentration des acides aminés, donc ce qui est nécessaire à leur vie, à leur survie, on voit qu'ils arrêtent de se battre, il y a moins de compétition. Si on diminue encore, il y a coopération, c'est-à-dire que quand le milieu s'appauvrit, il y a une levure qui se met à produire l'acide aminé pour l'autre. Elles ont besoin l'une de l'autre. Et si on diminue encore, elles ont besoin l'une de l'autre, mais c'est même plus facultatif, c'est obligatoire. Elles ne peuvent vivre qu'avec l'autre. Et si on diminue encore, elles meurent toutes les deux, parce qu'il n'y a plus rien. Ça, c'est une magnifique expérience qui décrit justement ce principe du vivant. Plus le milieu est difficile et hostile, plus on s'entraide, tout simplement parce que ceux qui ne s'entraident pas, ils meurent. Qu'est-ce qu'on en tire, nous, pour notre époque ? Effectivement, nous avons déployé une sorte de culture de la compétition, une idéologie de la compétition qui remonte à loin, qui remonte au début du libéralisme et même avant, 300 ans, on va dire. Ça a explosé avec le néolibéralisme là, depuis un demi-siècle. C'est devenu institutionnel. Et pourquoi on a pu développer cette idéologie de la compétition ? Parce qu'on est dans l'abondance. Et oui, on vit grâce aux énergies fossiles, on vit dans l'abondance. Vous savez le calcul de Jean-Marc Jancovici, qu'on a tous, les Européens moyens, environ 400 esclaves énergétiques. Les chiffres changent un peu. C'est-à-dire qu'on a tous ici 400 personnes, comme si on avait tous 400 personnes qui travaillaient pour nous tous les jours, comme si en termes de joules, notre consommation d'énergie, c'est l'équivalent de 400 personnes qui travaillent pour nous tous les jours. En fait, on est tous des pharaons, là. Il y a pas... combien il y a 300 personnes dans la salle 500. Il n'y a pas 500 personnes dans la salle, il y a 500 fois 400 personnes. On est tous très très riches. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'accepter et de vivre dans une idéologie de la compétition. La compétition, c'est pour les riches. C'est pour ça qu'on peut dire à notre voisin, écoute, je t'emmerde, j'ai pas besoin de toi. Moi, j'ai 400 esclaves, je peux vivre sans toi. Mais c'est un luxe, c'est pour les riches. Sans ces esclaves énergétiques, en période de sevrage, ceux qui se la jouent solitaires, ça va être un peu plus dur pour eux. Évidemment, il y a les hiérarchies, il y a des gens qui travaillent pour, et les gens, les humains, ils sont très bons pour faire travailler les autres à leur place. Ça va jouer évidemment, mais c'est ça qui va se jouer. Moi, j'ai étudié les fourmis en Amazonie pendant quelques années, et j'ai vu en fait tout ça. J'ai été imprégné de compétition, de coopération. Ça, c'est l'espèce que j'étudiais qui se nourrit sur des nectaires extrafloraux. C'est pas sur des fleurs, c'est sur la tige. Et donc, ils protègent l'arbre. Cette espèce protège l'arbre en échange de nourriture et de logement. Et donc, l'altruisme est très fréquent dans la nature, mais c'est des centaines, des milliers d'espèces. On appelle ça... L'altruisme, c'est plutôt pour les familles, au sein d'une colonie de fourmis, par exemple. On parle plutôt de coopération au sein d'une espèce. Par exemple, les pigeons qui coopèrent pour échapper aux prédateurs, les lionnes qui coopèrent pour chasser, etc. Et puis de mutualisme, pour désigner l'association entre deux espèces très très différentes. Par exemple, ici, pollinisation, c'est transport de pollen en échange de sucre. Mais il y en a beaucoup des mutualismes. Voilà, là c'est les zèbres, les gnous et les antilopes qui migrent ensemble. Et c'est mieux ensemble, pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui est plus sensible à l'ouïe, l'autre à l'odorat et l'autre à la vue. Et donc ensemble, ils détectent beaucoup mieux les prédateurs. Les pucerons aussi qui sont élevés par les fourmis, ça concerne des milliers d'espèces, non mais des milliers d'espèces de fourmis et de pucerons. Et là, c'est comme nous avec les vaches, c'est-à-dire on fait des troupeaux, ils
gratouille là, le derrière avec les antennes pour avoir une goutte de miella, comme nous avec les vaches pour le lait. Donc c'est de la traite. Et elles se nourrissent de miella qui est protéiné et tout. Et puis elles les rentrent quand il fait mauvais, elles ont des abris pour les pucerons, elles les sortent quand il fait beau. Et puis quand elles ont besoin de barbac, elles en tuent un, elles le mangent. C'est des protéines aussi, comme nous avec les vaches. Enfin, et pas que les vaches. Bref, c'est de la coévolution. Et on peut s'entraider au point de fusionner, donc ça fait des millions d'années que le lichen est apparu. Le lichen, c'est quoi? C'est une association extrêmement intime entre une algue et un champignon. L'algue, en fait, elle était dans la mer et elle est sortie à l'air libre. Mais elle a un problème, c'est la dessiccation. Donc elle s'est associée au champignon pour avoir une sorte de coquille. Elle a dit au champignon, bon, bah, toi, je loge dans toi et puis on va coloniser tous les continents. Le lichen, c'est partout maintenant. C'est magnifique. Et en échange, le champignon, lui, il ne peut pas photosynthétiser, il ne peut pas produire des sucres, de l'énergie avec le soleil, ce que peut faire l'algue. Donc en échange de l'énergie, elle fournit un toit. Et c'est plus deux organismes différents, c'est-à-dire qu'ils ont fusionné maintenant. Pareil pour les fabacées, c'est 19 000 espèces de plantes. C'est une famille de plantes qui ont des nodules dans les racines, qui logent des bactéries, rhizobactères, qui sont capables de produire des engrais, du nitrate, avec l'azote de l'air, ce qui est assez rare en fait. Et donc c'est un stock infini d'azote, et ça enrichit les sols. Les horticulteurs, les jardiniers parmi vous le savent bien. Pareil, les racines, récemment on a découvert, c'est le livre Peter Wolleben, La vie secrète des arbres, là, qui l'a popularisé, mais c'est une chercheuse canadienne, Suzanne Simard, dans les années 90, qui a découvert ça, qu'en fait dans la forêt, toutes les racines sont interconnectées par des champignons, donc l'entraide entre plantes et champignons, parce que les champignons permettent d'aller chercher plus d'eau et de minéraux pour la plante. En fait, le champignon, il est malin, lui, il n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier, il a connecté tous les arbres. Et en fait, les arbres, grâce à cette connexion, ont pu se transférer des sucres et de l'énergie. Et donc, les grands arbres qui sont en pleine santé et au soleil transfèrent des sucres aux jeunes, aux malades, etc. Et même entre espèces différentes. On peut avoir un sapin qui file des sucres à un bouleau. C'est fou. Ça veut dire que la forêt, il y a les allocations familiales et la sécurité sociale en même temps, depuis des millions d'années. C'est hyper puissant. Du coup, ça fait un écosystème très résilient. Et surtout, ça change notre vision du monde et ça fissure cet imaginaire de la loi du plus fort, dans la forêt, de toute façon, c'est que des arbres qui jouent des coudes pour l'accès à la lumière, pour l'accès aux minéraux, etc. C'est pas ça la nature. C'est pas que ça, en tout cas. Alors, on revient à notre question du départ. Et c'était ça, notre tour d'horizon avec Gauthier. On a remarqué que l'entraide, donc les manières de s'associer des êtres vivants, c'est partout, tout le temps, toutes les espèces, tous les organismes vivants, depuis 3,8 milliards d'années, sont impliqués dans des relations mutuellement bénéfiques. Tous. Et de manière très différente, ce qu'on appelait la symbiodiversité, avec les plus coopératifs qui survivent mieux, et surtout un milieu hostile qui fait émerger l'entraide. Wow. Moi, ça m'a fissuré aussi mon imaginaire, ça m'a ouvert, ça a créé une brèche qui m'a fait respirer. J'espère que ça vous fait le même effet. En tout cas, ça ouvre des possibles, et surtout, on se demande, mais qu'est-ce qu'on a fichu, nous? C'est quoi ce délire? Je crois que les levures, elles doivent se foutre de notre gueule quand elles nous voient aller à une réunion. Bref. Non, moi, ça me met en colère aussi. Cette histoire que il n'y a qu'une loi dans la nature et que c'est la loi du plus fort, que c'est l'agression, la compétition, ça ne tient pas. Ça profite évidemment au plus fort. Et cette histoire que le plus rapide tue, mange le plus lent, le plus intelligent tue le plus bête, le plus grand tue le plus petit, etc. C'est une histoire, c'est un récit qui a fondé notre époque, il est profondément ancré dans notre époque. Et finalement, c'est pas les milieux hostiles, c'est pas les pénuries qui sont dangereuses.
Parce qu'en fait, l'être humain, il est façonné par ça depuis des centaines de milliers d'années. On sait faire ça. Les famines, les migrations. Il y a un ami qui me disait que même moi, qui suis plutôt mince, dans les interstices et tout, j'ai quand même de la graisse. Oui. Et ben, on peut, en termes de joules, j'ai assez d'énergie pour traverser la France à pied, sans manger. Alors, il faudrait essayer. J'ai pas essayé, mais pourquoi pas? Et c'est cohérent. Et puis, si on trouve un gros paquet de nourriture, on a aussi cette capacité de stocker, digérer, échanger, partager, etc., etc. En fait, ce qui est dangereux, c'est pas la pénurie. Ce qui est dangereux, c'est d'arriver dans les pénuries avec cette mentalité, avec la culture de la loi du plus fort, avec l'idéologie de la compétition. Ça, c'est dangereux. C'est ça qui crée l'effet Nutella. C'est de penser que le voisin est un homo economicus et de s'imaginer que ça va être la catastrophe. C'est une prophétie autoréalisatrice, en fait. Et on déclenche finalement en se méfiant, on remet nos picots, on détruit la membrane et on déclenche ce qu'on ne voulait pas déclencher. Alors Charles Darwin l'avait déjà... je passe un petit peu parce que je sens que... Ouais. Il y a un magnifique petit déclic, c'est celui-là. 2 petits déclics et puis on arrête. L'âne du Buridan. Vous connaissez cette histoire? Moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Camarades anarchistes qui m'ont montré ça. Parce que la personne ici, là, Pierre Kropotkin, a étudié Darwin justement. C'était un grand géographe et un des piliers théoricien de l'anarchisme, qui est le premier à avoir écrit L'Entraide, un bouquin de 1902. Et la traduction en français a créé le mot entraide. C'est grâce à ce bouquin qu'on a ce mot dans la langue française. Et en fait, les ânes, ils arrêtent, ils réfléchissent, et c'est pas triste, comme l'an 01. Qu'est-ce qu'ils font à votre avis? Ben voilà. Juste, ils se posent, quoi. La compétition, ça existe dans le monde vivant. Mais c'est rare, et surtout, les animaux, ils le savent, et ils l'utilisent pas beaucoup. C'est-à-dire, quand il y a des conflits de territoire ou de reproduction, ils montent leur biscotto, mais ils se battent pas forcément, pas toujours. En fait, le moins possible, parce que c'est dangereux, et parce que c'est risqué. Et donc, le moins possible, la compétition. C'est-à-dire que l'arène, vous allez me dire, ouais, mais les sportifs, il y a de l'émulation, c'est magnifique, la compétition, ça fait grandir. Oui, quand on est préparé, quand on est entraîné, quand on est équipé, quand les gladiateurs, ils sont prêts, ils vont dans l'arène, pas de souci. Mais quand on n'a ni l'équipement, on n'a pas envie d'aller dans l'arène, et quand on met en fait tout le monde en compétition, les chômeurs, les étudiants, les gens, les entreprises, les pays, tout le monde en compétition, tout le temps, en fait, ça nous épuise, on n'est pas fait pour ça. Et c'est ça qui effrite la société, qui est corrosif pour la société. Et donc finalement, cette laisse, c'est un lien qui libère, c'est un petit clin d'œil à notre éditeur, les liens qui libèrent. Voilà, je terminerai par ça. Alors ça, vous avez 2 espèces, A et B, donc 2 espèces différentes. Vous vous souvenez, c'est les mutualismes, c'est quand il y a association bénéfique pour les 2 espèces, d'accord? On appelle ça coopération ou symbiose ou mutualisme. Ok. Je vais la faire un peu vite. Ça, les biologistes ont désigné, peut-être il y en a qui savent. Pas de biologiste là? Écologue. Commensalisme. 0 et moins, quand il y a une espèce qui s'en fout de l'association et l'autre qui en pâtit, ça s'appelle de l'amensalisme. Il y a tout qui existe dans la nature, hein, c'est vraiment fou. 0 et 0. Non, c'est pas la mort, c'est juste les 2 espèces coexistent. En fait, en Guyane, il y avait des fourmis, c'est magnifique, des fourmis arboricoles qui faisaient un nid dans l'arbre et elles avaient tout cet arbre comme territoire. Le moindre insecte qui se posait était bouffé. Et c'était la journée. La nuit, elle rentrait, et puis il y a une autre espèce qui colonisait l'arbre, enfin qui occupait l'arbre la nuit. C'était juste une coexistence entre les 2. Plus, moins. Ouais, parasite, j'ai entendu. Donc ça, c'est bénéfique pour A, mais B, pas. Parasite, mais il y a une autre. Il y a un autre mot. Prédation. Et vous dormez là ou
Ouais, c'est un peu long. Et on m'a déjà dit le mariage, pour ça. Pourquoi pas? On m'a dit le capitalisme, c'est un peu juste aussi. C'est quoi l'association moins entre deux espèces? Ouais, la compétition. Ça sert, mais le moins possible, pour des cas bien précis. Ça, c'est un tableau qu'aime beaucoup Gauthier et qui m'a vraiment fait du bien aussi. Je voulais vous partager ce soir. Et voilà, pendant 300 ans, on a vu la société, le monde, d'une seule manière. La proposition, c'est de rééquilibrer un petit peu. Je ne dis pas qu'il faut aller tout dans le même sens. Et c'était la proposition de ce soir. Merci de votre attention. On a combien de temps maintenant ? Ah, il y a un micro qui tourne. Ok. Chacun parle dans le micro. Il y a Christine qui est là. Non, pardon, oui. Je disais, on enregistre ce soir, donc si vous voulez poser des questions, échanger, s'il vous plaît, attendez les micros, comme ça vous serez aussi... vous partagerez avec ceux qui verront la vidéo après. Je vais le tenir. Si vous voulez. Bonjour Franck, merci pour cette intervention. Qui qui parle ? Je suis là. J'avais une petite question qui me revient un petit peu régulièrement en ce moment. C'est en relation un peu avec votre bouquin « Tout peut s'effondrer ». J'ai un peu l'impression, là au moment où on parle, qu'on est dans l'effondrement. On n'est plus dans la voiture qui va vite. Tous les signes le montrent, la guerre, le Covid. Enfin, on peut revenir sur beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. Et je me demande si notre erreur, c'est pas de le montrer comme un danger, et au contraire de ne pas l'aborder comme une chance et de le présenter comme ça. Je m'explique. On nous dit aujourd'hui, le dogme, c'est de dire il faut continuer à avoir plus de croissance, il faut aller vers ce modèle capitaliste qui est basé essentiellement sur la croissance, et donc ça force la voiture à aller encore plus vite. Alors que si on dit l'inverse, c'est-à-dire que le système, il n'est plus là, on y est dans l'effondrement. Et trouvons notre solution, un petit peu le dessin qui est derrière vous. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut faire de manière urgente? C'est de changer ce discours dogmatique qui est de toujours plus de croissance. Et quelque part, on rejoint un peu toutes vos thèses, qui est de dire qu'on est dans un monde hostile, ça y est, et il faut vraiment le dire, et pas dire non, ça va aller mieux, la croissance va repartir, l'inflation va finir par baisser, c'est ce qu'on entend. Ne vous inquiétez pas, ça va durer 1 an. Non, peut-être que le discours aujourd'hui, il faut le changer radicalement et aller vers un discours qui soit profondément optimiste sur le fait qu'on est dans l'effondrement. Mais dans l'effondrement positif. C'est ça. Merci d'avoir résumé 10 ans de travaux. Non, mais c'est exactement ça. C'est bien dit. Et c'était le but de ce soir. Le but de ce soir, c'est pas vous abreuver d'expériences scientifiques, même si c'est passionnant et si certains d'entre vous adorent ça. Le but, c'est de fracturer, fissurer cet imaginaire, fissurer les récits dominants. C'est pareil, Cyril Dion, il en parle, mais tout le monde parle de faire des nouveaux récits. C'est exactement ça. La croissance, c'est un récit. L'économie toute puissante, l'économie qui doit diriger le politique, c'est un récit. C'est juste des normes sociales, quoi. Et il suffit de le changer. Alors là, c'est pas évident, parce qu'un discours radical, plus il est radical, plus il est lent, comme ça. Il faut savoir... Voilà. En fait, en ce moment, on a, je trouve, une bataille des récits. C'est-à-dire que le récit dominant, la modernité, la croissance, le progrès, le libéralisme, la compétition, tout ça, c'est en train de se fracturer. Et c'est un monstre qui est en train de mourir. Et du coup, quand le grand arbre tombe, évidemment, il y a des jeunes pousses qui peuvent enfin émerger. Et là, on a vraiment plein de
On vit une époque trouble, on vit un grand virage en fait, c'est ce que je disais au début. On est en train de vivre quelque chose, une époque où les jeunes, on ne sait pas, voilà, c'est ça que je veux dire, on ne sait pas quelle jeune pousse va émerger, va faire un arbre. Il y a une sorte de bataille des récits. Mais bien malin, celui qui dira lequel va gagner. Et puis on ne sait pas, c'est une sorte de sélection naturelle des récits, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi. Mais donc pousser pour donner envie. Juste une petite réponse sur l'optimisme. Il ne s'agit pas forcément d'être optimiste ou pessimiste. Je pense que ça dépend de chacun. On a tous nos moteurs. C'est-à-dire que l'effondrement, au singulier, en fait, c'est un récit. Ok ? Il y a des faits, il y a la nature qui s'effondre, il y a des effondrements, on peut les objectiver, etc. Mais quand vous parlez dans la société d'effondrement, au singulier, souvent c'est l'effondrement qui va venir de la société, et ça convoque plein de représentations hollywoodiennes et tout ça, tous les romans qu'on a lus. Tout. Ça, c'est un récit. Vous pouvez choisir de vous placer dans ce récit ou pas, et ça va déclencher ou pas des actions. Et en fait, les idées de la collapsologie, tout ça, nous on s'en est rendu compte trop tard, enfin très tard, bien des années après. Nous on a fait ça pour informer les gens des catastrophes, et on a vu un énorme monstre médiatique sortir, un blob, qui se nourrit des critiques et des éloges, mais ça ne nous appartient plus, c'est la société qui a créé ce blob, ce monstre Frankenstein. Et en fait, moi j'ai remarqué, c'est ça qui est intéressant, mais il faudrait creuser, je termine là, les jeunes, de manière générale, sont très stimulés par ce récit. Parce que c'est eux qui vont faire ce grand tournant, c'est eux qui vont vivre ça, et que la peur, chez les jeunes, et chez les petits, ils ont besoin de la peur pour se construire, ça provoque le mouvement. Bah oui, la peur, c'est nécessaire, c'est magnifique la peur, pour échapper aux prédateurs, pour se battre. Et chez les personnes plus âgées, de manière générale, la peur, ça sidère, ça empêche le mouvement, et du coup on a peur de la peur, c'est-à-dire qu'on angoisse, et ça a été plutôt mal pris par les personnes plus âgées, ce discours catastrophiste. Voilà, mais on peut en parler des heures, mais c'est vraiment une question de récit, de bataille, de récit, ouais. Donc bonne chance avec ça. Oui, j'avais une question, ici, C'est en haut, au centre, tout en haut. Merci pour la conférence. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait pas mal d'éléments sur l'aspect extérieur à l'être humain, des aspects psychosociaux. Et qu'en est-il de la dimension intérieure, de l'entraide dans la dimension intérieure de l'être ? C'est-à-dire que je pense qu'on a plusieurs personnalités, plusieurs parts en nous. Et qu'en est-il de l'entraide intérieure ? Est-ce que tu aurais quelque chose à partager là-dessus, quoi ? Je me permets de te tutoyer. Ouais, je t'en prie. Et comment tu distingues l'intériorité de la psychologie ? Pour moi, la psychologie, c'est intérieur. Oui, bien sûr, mais on était beaucoup sur des faits extérieurs, et après, c'est par rapport on parlait du voisin, si on commence à être... Ah oui, d'accord, des mécanismes extérieurs. Ouais, et alors qu'à l'intérieur de nous, déjà, il peut y avoir déjà un conflit, je pense, c'est ma conviction en tout cas, qui fait qu'on peut percevoir l'extérieur avec un certain paradigme, alors que ce paradigme, il commence déjà à l'intérieur de nous, en fait, de ce conflit, cette opposition, cette... Enfin voilà, moi c'est ma conviction, mais c'est vrai que je voulais savoir si tu avais une opinion par rapport à ça, une vision, et comment tu peux lier la dimension. Ouais, tu as ouvert un gros dossier, et je vais essayer de répondre à moitié un peu rapidement. C'est pas une manière de me dédouaner, mais c'est que j'ai l'impression, peut-être je me suis mal exprimé, qu'il y a beaucoup d'intériorité dans ce que j'ai dit ce soir, c'est-à-dire dans la question des récits, de comment on voit le monde. C'est aussi un reflet de notre intériorité. Comment les expériences psychologiques sur la confiance, sur le sentiment de colère, d'injustice, tout ça, c'est quelque chose qu'on ressent. Donc pour moi, il y a... En fait, je ne sais pas, dans ma tête, c'est compliqué de séparer l'intérieur de l'extérieur. Pour moi, c'est totalement tissé. C'est comme l'individu au collectif. Les gens ils me disent « Ouais, mes solutions ne sont pas individuelles, sont collectives. » Mais en fait, pourquoi on sépare les deux ? Ça n'a pas de sens. C'est... Évidemment que toutes les actions individuelles sont nécessaires, évidemment qu'elles ne sont pas suffisantes, il faut s'organiser collectivement. Évidemment qu'on a besoin de comprendre
facteurs extérieurs, enfin, tout ce qui est extérieur, et de s'organiser. Mais ça n'a aucun sens sans travailler l'intériorité. D'ailleurs, c'est ce qui nous a valu beaucoup d'incompréhension. Tu vois, le premier bouquin, c'était 2015, Comment tout peut s'effondrer. On a amené le côté mental, et on exposait le choc. Moi, j'ai eu besoin du mental pour me prendre un gros coup de poing dans le bide et pour aller de l'avant. C'était ma manière d'avancer. J'ai voulu le partager avec les gens, ce gros coup de poing dans le bide. Et il y a plein de gens qui se sont mis en mouvement, et d'autres non. Et les deux questions qui revenaient souvent, après s'être pris un choc, c'était qu'est-ce qu'on fait maintenant? La question extérieure de l'organisation. Et comment on va faire pour vivre avec ça? La question intérieure. Comment on fait pour ne pas s'effondrer avant l'effondrement? Comment on fait pour traverser ça psychologiquement, spirituellement, artistiquement? C'est quoi notre rapport au monde, aux animaux? En fait, ça change tout. On a une crise systémique, on doit tout changer. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission la semaine dernière d'Aurélien Barraud, La Terre au carré sur France Inter. Il vient de sortir un petit livre et c'est ça, il faut changer, il faudrait une révolution métaphysique, philosophique, poétique, il faut tout changer. Donc pour moi, ça parle forcément de l'intériorité. Et notre deuxième livre, finalement, après on a choisi de parler de l'intériorité. C'était en 2018, Une autre fin du monde est possible, plutôt que l'extérieur. Donc là, le chantier du troisième tome n'est pas encore fini, mais c'est la question extérieure qu'on va essayer de publier. Et le fait d'avoir choisi la voie intérieure nous a valu beaucoup de critiques, parce qu'en France, c'est compliqué de parler de spiritualité, de parler d'émotions dans les milieux militants, dans les milieux politiques, dans les milieux scientifiques. C'est bizarre. Surtout, il y a beaucoup d'hommes. Et les hommes, c'est compliqué avec les émotions. Et voilà, mais notre société avance. Donc, merci d'amener cette question. Et j'aimerais toujours les lier, les deux, en fait. J'espère que ce soir, il y a eu un peu des deux. Je suis hyper long dans mes réponses. Il y a quelqu'un d'autre qui parle, non? C'est moi. Il y avait une main qui se levait devant, là, monsieur. Oui, mais c'est moi qui ai le micro. Mais je vois pas, en fait. Oui. S'il a que la main, il n'a pas la voix. Ah ouais. Si je peux me permettre. Ouais, Oui, c'est bon. Ici. Coucou. Ici. C'est en haut que ça Non, se passe. il est en haut. Ouais, j'ai vu. Ouais. Monsieur le chemise Olivier. bleue. Donc Olivier. voilà, une fois qu'on a fait le constat un peu On se met que on est d'accord. dans le monde fini, qu'on va vers un effondrement du système tel qu'on le connaît, maintenant voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc la question elle est là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend d'être dans l'effondrement proprement dit, donc dans la crise douloureuse, puisque si ça vient brutalement, je pense qu'il va y avoir de la souffrance. Donc voilà, comment se préparer au changement. Donc je pense qu'il voilà, il y a une part individuelle à chacun, à sa part à faire de changer son mode de fonctionnement, de consommation, etc. Et une partie collective, organisation, donc entraide. Et donc depuis le mois de septembre, là, il y a un réseau qui s'est mis en place, un réseau Solaris, basé là-dessus, sur l'entraide et la solidarité, et très local. Donc l'idée de s'organiser très très localement autour de chez nous pour justement anticiper ce choc qui arrive. Voilà, donc ça se met en place, donc je vous dis depuis septembre. En Ariège, il y en a un peu partout qui se mettent en place dans différentes communes. Donc je vous invite à taper Solaris France pour voir sur la carte quel groupe existe auprès de chez vous, ou créer le groupe qui n'existe pas encore autour de vous, quoi. Voilà. Merci. C'est un beau résumé aussi. Ça fait écho à ce que Joanna Macy, c'est une écophilosophe américaine dont on s'est beaucoup inspiré. Elle parle de ce grand tournant, de cette époque incroyable qu'on est en train de vivre. Et pour elle, il y a 3 manières d'agir. Parce que agir, finalement, c'est une partie du problème. Il faut aussi penser, il faut aussi ressentir. Puis on n'est pas tous fait pareil. Moi, j'ai besoin de tout comprendre et tout lire avant de passer à l'action. Mais j'ai
J'ai remarqué qu'il y a plein de gens, ils ont besoin de passer à l'action pour comprendre, mais j'ai compris ça très tard. Bref, il y en a qui ressentent, il y en a qui ont besoin de collectif, il y en a qui ont besoin d'être tout seul, voilà, chacun fait son truc. Mais en fait, il y a 3 voies, c'est comme un tabouret à 3 pieds, et s'il en manque un, c'est compliqué, ça ne marche pas. La première voie, c'est lutter pour défendre la vie. Toutes les attaques, l'extractivisme, enfin voilà, il y a une lutte à faire, il y a une défense à faire. C'est comme un système immunitaire qui se met en branle. Deuxième chemin, enfin mode d'action, c'est créer des alternatives. Si on n'a que la lutte, on va s'épuiser. Et donc créer des alternatives, on connaît, il y en a des milliers, et chacun est sûrement impliqué, et chacun trouvera en fonction de son axe et de son âme. Mais si on n'a que ça, et finalement, on risque de refaire la même chose. C'est-à-dire qu'on ne change pas de regard. Donc ce qui est important, c'est de changer de conscience aussi. Le changement de conscience, c'est toute cette voie intérieure, c'est ce changement de rapport au monde. Est-ce qu'on considère les animaux comme des objets ou des sujets, etc., etc. C'est l'action spirituelle, en fait. Qu'est-ce qu'on fout là, sur Terre, et qu'est-ce qu'on va faire pendant les quelques heures qui nous restent à vivre? Ben ouais, quelques milliers d'heures. Enfin, centaines pour certains. Ben non, mais c'est ça la question. On va bientôt mourir. Est-ce qu'on a envie d'emmerder le monde à envoyer des missiles sur la gueule des autres, ou est-ce qu'on a envie juste de prendre soin les uns des autres? C'est ça la vraie question. Et d'où les réseaux d'entraide. Et alors Johanna Macy, elle a une formidable expression pour ça. Elle dit, parce qu'elle est à 95 ans, et elle continue, et on lui dit, mais pourquoi vous... Gauthier, c'est un ami de Johanna Macy. Pourquoi vous continuez à faire tout ça? Elle dit, pour pas qu'on se tape dessus. Je pense qu'elle a tout dit, quoi. Et elle a cette belle expression de créer un réseau des tempêtes. Un réseau des gens avec qui vous vous sentez en confiance, en authenticité, faire des cercles de parole, faire comme Solaris, des cercles de parole aussi, du genre les alcooliques anonymes. Ils ont trouvé un truc génial, les alcooliques anonymes. C'est vraiment excellent, parce qu'on arrive à se livrer, à créer une membrane de sécurité avec des gens qu'on ne connaît pas, et c'est très puissant, parce que quand il arrive une catastrophe, vous savez qui appeler, vous savez sur qui compter. Ce réseau des tempêtes, il est à faire maintenant, avant les chocs. De toute façon, il se constituera d'office pendant les chocs. Mais voilà, le réseau des tempêtes pour le sevrage à venir. Allez, oui, en face, en bas. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Vous avez fait une analogie sur illustrer la notion d'entraide au travers du comportement de la nature. Et il me semble qu'il y a aussi, quand même, chez l'homme, une partie qui est quand même assez valorisante sur les notions d'entraide. Je vois en Afrique ce qui peut exister. Moi, j'ai eu la chance de connaître mes arrière-grands-parents qui ont fait la guerre de 70, mes grands-parents en 14-18, mes parents en 39-45. Les notions d'entraide étaient très, très présentes, même entre la ville et la campagne, etc. On n'est pas que compétition, quoi, c'est ce que je veux dire. Et je pense qu'on peut puiser dans un réel humain des choses rien qu'en Ariège, je trouve que la notion d'entraide naturelle, d'aller au marché, etc., elle est sous-jacente, quoi. Merci de le rappeler, j'ai peut-être été un peu maladroit ce soir, mais effectivement, cette idéologie néolibérale de l'ultra-compétition, elle n'est pas partout sur Terre, et on a énormément de potentiel d'autres cultures, on peut compter sur beaucoup de choses. Vous savez, je me suis installé à la montagne il y a 6 ans, et en fait, j'ai remarqué qu'il y a un truc bizarre. Plus on va haut à la montagne, plus le milieu est hostile, hein, l'hiver est difficile et rude. Et en fait, on parle d'entraide, mais les gens ils te regardent, mais oui, mais c'est la vie normale en fait. On coupe le bois du voisin, on prend soin les uns des autres. C'est pour ça que le confinement, on l'a super bien vécu. Parce qu'il y a un choc. Et naturellement, tous les réseaux informels, naturels, enfin vraiment, c'est culturellement naturel, je ne sais pas comment dire autrement, se sont déployés. Et dans les milieux d'abondance en ville, dans les grandes villes où l'anonymat est très présent, où la culture de la compétition est beaucoup plus présente, là c'est vachement plus dur et il y a un gros travail à faire. Mais oui, merci de rappeler effectivement que notre couche culturelle est très puissante et c'est un réservoir magnifique
Enfin, d'exemples et puis de potentiel. Et puis moi, je voulais pas vous choquer en mettant des plantes et des bactéries et tout ça. C'est pour illustrer ce que Darwin avait montré, c'est-à-dire il y a un continuum entre les humains. On n'est pas séparés de la nature. Et l'entraide, elle est partout. Et nous sommes traversés par la vie, par l'évolution, par les bactéries. On a tous des bactéries en nous. On est des preuves vivantes de l'entraide. Si on est là, c'est parce qu'on a bénéficié de liens humains, bactériens, même une coévolution avec les légumes, avec les animaux, avec tout a comploté, même nos ancêtres, pour qu'on soit là, puissant. Et c'est ça la beauté de l'être humain, ce paradoxe incroyable, que c'est notre fragilité à la naissance. Un bébé, il ne peut pas naître tout seul. Il n'est rien tout seul. Le bébé, c'est juste une larve qui se fait bouffer par n'importe quel prédateur. S'il n'a pas le clan, les parents, la grand-mère, l'oncle, la tante. Et c'est pour ça cette capacité à absorber les regards, l'empathie, tout ça, c'est parce qu'on est ultra fragile. C'est notre hyper vulnérabilité qui nous a rendus ultra sociaux, donc ultra puissants. Et le paradoxe se retourne, c'est notre ultra puissance aujourd'hui qui nous rend vulnérables. On va prendre 3 dernières petites questions et s'il vous plaît, essayez d'être un petit peu concis. Ouais, c'est moi, on doit désolé, redonner la salle. Merci Pablo pour tous tes travaux. J'ai peur de remettre un peu mes picots en disant que l'homo economicus existe toujours et risque d'exister encore longtemps. Et est-ce que c'est pas un peu bisounours de penser qu'on va tous se mettre à coopérer sans passer par la case Mad Max? Parce que si le film a raison, il dit il y a 2 sortes de personnes, ceux qui ont un flingue et ceux qui creusent. Moi, je pense que je vais plutôt creuser, et c'est peut-être le cas de la majorité de la salle. Alors, est-ce que vous avez une posture, un discours, une interlocution par rapport aux gens qui tiennent les flingues? Comment on peut les aborder et leur dire les choses? Parce que là, on est entre convaincus, peut-être. Est-ce qu'il y a une position par rapport à... Non, mais ce que tu as dit là, c'est un récit. C'est-à-dire, c'est ta vision du monde qui est Mad Max et tout ça. Moi, j'y crois pas du tout à Mad Max. C'est des conneries, ce film. Mais ce qui est génial, c'est comment ce récit est performatif. Il nous impacte et il nous entraîne dans une manière de penser. Et les films de zombies, c'est pareil. Je continue, je suis allé vivre à la montagne. Et il y a beaucoup de chasseurs là-bas. Et j'ai été à leur rencontre. En fait, c'est des gens normaux. C'est des humains. Non, mais ce que je veux dire, c'est que au-delà des étiquettes, et ça, c'est pareil pour tout. La gauche, la droite, les riches, les pauvres. On peut facilement considérer qu'il y a les gentils et les méchants et pas voir au-delà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est aller voir au-delà. Et quand on va voir au-delà, quand tu as touché le cœur, quand tu n'es pas juste dans la parole ou le mental, par exemple à un conseil municipal avec des chasseurs, quand tu sors du mental, quand tu vas boire un verre, et on raconte des anecdotes, des souvenirs, et ben là, c'est des humains, et il se passe quelque chose d'authentique. C'est l'authenticité la clé du lien. D'ailleurs, un système de nomination, c'est une amie qui est spécialiste du trauma, me disait ça. Je parle encore beaucoup, mais c'est trop bien ça. J'ai découvert il y a une semaine, un système de domination attaque les liens sensibles, les liens, la vulnérabilité. On ne peut plus montrer sa vulnérabilité, et donc on ne peut plus être en lien authentique, et ça détruit tous les liens. C'est une attaque aux liens. Le patriarcat, le capitalisme, tous ces systèmes de domination, ce sont des attaques massives sur les liens. Et là, notre devoir, c'est de recréer des récits, de recréer du lien, donc recréer du sens et du lien, en fait. C'est ça qu'on s'emploie à faire. Mais c'est à toi de changer de récit. Alors, encore une question posée par un homme, et après, on passe la parole aux femmes. Alors, je ne vais pas faire une question trop genrée. Moi, c'était juste pour te remercier d'une chose, Pablo, parce que je crois qu'on a un parcours un peu similaire. J'ai travaillé longtemps dans la médiation scientifique et technique, justement pour créer des passerelles
sur les grandes questions de citoyenneté, de lien entre la science et la société. Et en fait, moi, je pense que je voulais surtout te remercier pour la mission en tant que pédagogue, parce que je crois que s'il y a vraiment un véhicule qui manque dans cette société pour affronter tout ce qui arrive, c'est de la pédagogie. Et c'est à tous les niveaux, autant au niveau des politiques qui ne sont incapables d'ingérer, que ce soit les rapports du GIEC, même si le GIEC finlandais fait des efforts pour rendre hyper abordables même les synthèses du GIEC, donc on leur demande même pas de tout lire, c'est simplement qu'ils appréhendent les choses. Donc même à ce niveau-là, la pédagogie fonctionne plus, et moi j'ai eu la chance d'enseigner 1 an, malgré le fait que j'ai plutôt été dans le milieu associatif, pendant 1 an les SVT, les sciences de la vie et de la terre. Aujourd'hui, nos collégiens, nos lycéens n'ont que 1h30 pour aborder toutes ces questions passionnantes que sont les sciences de la vie et de la terre. Et donc voilà, moi je voulais juste, c'est pas une question, c'est un remerciement sur cette notion qui pour moi devrait être transversale, c'est la pédagogie. Merci Pablo. Merci. Donc bonsoir, je suis là. Je me suis un peu fait violence parce que j'étais en train de me dire qu'il n'y avait que des hommes qui allaient parler ce soir et que ça serait dommage, mais c'était passionnant. Je suis très timide et c'était hyper difficile, donc ça va être très bref. Et deux vraies questions auxquelles je suis confrontée tous les jours. En tant qu'ancienne géographe, je me demande quelles sont les bonnes échelles pour l'entraide. Et la deuxième, c'est en tant que maman d'une petite de 3 ans et demi, c'est comment lui expliquer tout ça. Merci. Et voilà, en 20 secondes, tu as les 2 plus grosses questions de la soirée. Non, mais c'est ça, c'est la clé. On est arrivé, là, la soirée est tellement, elle est mûre au point qu'on a touché l'essentiel. Donc merci d'avoir eu le courage de parler. Alors la question des enfants, elle revient tout le temps. Ça touche tellement. Moi j'ai 2 garçons, de 8 et 10 ans. Et Gauthier il vient d'avoir un 3e bébé. Je peux pas répondre, je suis désolé, mais c'est dur en 30 secondes, mais on vient d'écrire un bouquin là-dessus qui sortira en octobre. Je sais pas, voilà, il est petit, il vaut ce qu'il vaut, mais il y en a d'autres. Il y en a un qui s'appelle L'effondrement expliqué à mes enfants ou à ma fille, je crois. J'ai oublié le titre, on en parlera au bistrot. Mais renseignez-vous. Et en fait, la clé, pour moi, ce sont eux les maîtres, en fait. Eux, ils m'ont tellement appris, en fait, sur la posture à avoir. Je vais pas leur faire des PowerPoint et les gaver dans le mental. Je pense que tout l'enjeu, on l'a dit, en plus de la pédagogie, des liens du sens, c'est d'être dans le cœur, en fait. C'est redescendre, d'éteindre ce mental et de redescendre dans l'authenticité. Ils le sont déjà, hein, c'est un truc de ouf. Donc, leur faire plus confiance, en fait. Je pense que c'est ça qui manque à notre société, de gérontocratie. C'est un petit peu de faire confiance aux jeunes, parce que les jeunes, ils apportent de la nouveauté. Ça peut foirer, mais ça peut apporter des vrais virages. Voilà, mais plus... Et puis, faire confiance, ouais. En fait, c'est de l'amour. Plus tu les aimes, plus ils seront en confiance dans la vie. En fait, il n'y a qu'une règle. Et puis, advienne que pourra, ils se démerderont parce que c'est leur monde. Mais par rapport à l'échelle de l'entraide, alors là, c'est une question beaucoup plus mentale qui est passionnante. Là, ça renvoie à toute l'affiliation de Illich, Schumacher, Small is Beautiful, etc. Moi, je suis persuadé que le pétrole a amené la grande échelle, et c'est la grande échelle qui a tout foiré. Et maintenant, il faut déconstruire, il faut décomplexifier, et c'est ce que fait un effondrement. Un effondrement, c'est une décomplexification, une simplification brutale. Et tout l'enjeu de la décroissance, c'est d'arriver à retirer les bons micados sans que ça s'effondre. C'est hyper chaud. Et voilà, et toutes les échelles. Et c'est marrant, l'État, par exemple, c'est un paradoxe. Je termine par là parce que c'est long. L'État, l'échelle de l'État. L'État, c'est un ennemi ou un ami? Les deux. Et c'est ça le paradoxe. C'est que c'est à la fois trop grand comme échelle. Comment on peut avoir un chef de 80 millions de personnes? C'est absurde. Il ne connaît pas tout le monde. Ben non, mais c'est absurde.
Ça fait forcément de la verticalité, de la hiérarchie amène de la compétition, etc. Et c'est à la fois trop grand et à la fois trop petit pour la question climatique. L'échelle de l'État, elle est un peu nulle pour la question climatique. Donc on se trouve dans des paradoxes, voilà, ça s'appelle des hyper-objets. Le climat, par exemple, c'est un objet que la science, qu'on ne peut pas appréhender avec les outils conceptuels qu'on a. Et la science seule n'y arrive pas. Et la politique seule, c'est le bordel. Et donc il y a un vrai enjeu intellectuel, plus que agir. C'est pas que qu'est-ce qu'on fait maintenant. Qu'est-ce qu'on fait, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on pense maintenant? Moi, c'est avec ça que je vibre. Et qu'est-ce qu'on ressent? Enfin bref. Donc la question de l'échelle, ouais, la question des enfants, merci de l'avoir apporté. On va arrêter là. Alors juste pour vous dire que bien sûr Pablo il va rester là, on va partager un verre, ceux qui veulent le rencontrer, le bar est ouvert, ceux qui veulent manger aussi, et puis le film à plein temps commencera à 21h et vous avez toute la com évidemment si vous avez envie d'en savoir plus. Un grand merci encore à Pablo Servigne, à toute l'équipe de la Maïf et belle soirée, à très vite. Merci. Je vous présente un ami qui vient de... Non, j'habite l'Ariège. Ah, t'habites l'Ariège? Ah, je savais pas que t'avais déménagé. Ouais. Et il vous fait un petit cadeau. Trouver le calme au milieu de la tempête. Quel doux sentiment. Voilà ma quête. Loin des tourments. Retrouver l'insouciance de l'enfant qui est moi. Rire aux éclats. Savoir que tout ça, dédramatiser. Savoir que tout ça est loin de moi, rester accroché à ce qui est au fond de moi et témoigner dans la joie que ce qui est possible pour moi l'est aussi pour toi. Merci.